la vie m'a bien appris que ça sert à rien de faire des plans. On peut avoir une ligne de mire, je dirais, un horizon, mais de là avoir des plans, non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la vie arrive toujours, en fait, et elle renverse tout. Elle renverse tout pour le pire comme le meilleur. Hello, moi c'est Victoria, une éternelle optimiste qui tente de placer l'émerveillement au cœur de l'écologie. Chaque semaine, je tends mon micro jaune à une personne qui m'inspire pour poser mes questions sur ce qui fait nos vies. À travers le parcours audacieux de mes invités, je questionne la confiance en soi, le sens d'une vie, l'amour, la liberté, l'écologie, bref, autant de sujets qui traduisent un monde qui bouge et qui rythme nos vies. Tout de suite, je t'invite à emprunter un nouvel œil pour regarder le monde et la vie sous un autre angle. Proche du menton. J'ai mon petit casque. Attends, tu veux qu'on se rapproche? Est-ce que tu veux que je te mette un peu d'eau en plus de ton sirop ou pas? Non, je pense que c'est bon, hein. Ouais. Ok. Tu veux que je te dise ce que j'ai mangé ce midi? Allez, tu peux. J'ai mangé des pâtes. C'est nul, mais j'ai mangé Quoi? des pâtes. Des pâtes avec du pesto rosso. Et moi, j'ai fait une petite salade de choux quand même. Et, et puis, avec un peu trop de moutarde. Attends, le pesto avec la moutarde? Non, Ah. non, la salade de choux, j'ai mis un peu trop de Ah, moutarde. oui. Un peu trop de moutarde. Et puis les pâtes, non, c'était parfait. Je crois que je n'étais pas vraiment prête à rencontrer Lauriane. D'ailleurs, je ne suis jamais vraiment prête à recevoir les claques envoyées par chaque personne qui tient le micro jaune. Sur le papier, oui, je me prépare. Parfois trop d'ailleurs. Là, j'avais épluché tout le parcours de Lauriane, lu quelques articles déposés sur le net, regardé avec attention ses illustrations. Mais dans les faits, c'est toujours autre chose. L'autre chose avec Lauriane, c'était de comprendre qu'on avait tellement en commun. La sensibilité, oui, mais surtout le goût des questionnements et la réponse du dehors comme apaisement. Lauriane est autodidacte, passionnée d'art et de grands espaces. Elle vit de son art, de son imagination qu'elle peint sur le réel. Ou du réel qu'elle peint dans son imagination. Mais dans les deux cas, ça fait de la magie. Elle arrive à raconter des histoires poétiques pour sensibiliser à la fragilité du monde. Elle questionne la place de l'homme dans les espaces sensibles et convoque les rêves. Avec Lauriane dans cet épisode, on parle d'art, d'amour et d'incertitude. J'espère que cette écoute t'invitera à préserver ton refuge intérieur. C'est pour ça que j'ai juste regardé dans les grandes lignes parce que je savais pas tellement de quoi on allait parler. Mais Et tu sais toujours pas. non, je sais plus. Comment tu te sens là? Est-ce que tu te Ça sens va. stressée? Ça va? Ça va encore. Ouais. Ça va. Mais ça va venir. Bah écoute, on va pouvoir commencer, Lauriane. Alors j'essaie de te décrire un petit peu. J'évite de mettre des mots et des étiquettes sur les personnes que je reçois parce que je dis toujours qu'on est bien plus que ce qui nous décrit, bien plus que ce qu'on fait. Mais ça permet quand même de situer un petit peu d'où on part. Toi, en quelques mots, tu es une amoureuse des grands espaces et tu relis tes deux passions qui sont le dessin et la nature à travers tes illustrations. Comment est-ce que tu aimerais te décrire autrement qu'avec ces étiquettes ? Alors là, il faut que tu me laisses un peu réfléchir. Comment je pourrais me décrire autrement ? Je pense que c'est un bon départ, en tout cas pour ce que je veux bien montrer. Effectivement, moi, je suis donc illustratrice. Je travaille sur les grands espaces. C'est ma source d'inspiration première. C'est ce qui m'attire sur les espaces sauvages. Après, je sais qu'il y a aussi énormément de sujets que je travaille en dessin moi de mon côté, mais que je m'autorise pas à montrer. Donc, pourquoi ? Par pudeur ? Oui, par pudeur, je pense, ou parce que je me sens pas encore assez solide ou assez forte, assez forte pour aborder certains thèmes ou pour prendre la parole de façon plus engagée aussi, des choses comme ça. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses que je garde pour moi aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui te fait peur à l'idée de les dévoiler ? Les critiques, l'exposition ? Ouais, c'est l'exposition. C'est l'exposition parce que ça met à nu, en fait, quand on exprime ce qu'on a au fond de soi. Déjà, aujourd'hui, quand je fais des expositions, par exemple,
Ben, c'est quand même très étrange hein, de voir ces tableaux sur des murs regardés par d'autres personnes parce que je pense que ce que je peins ou ce que je dessine, ça, oui, bah ça vient vraiment de moi évidemment, mais ça vient de sentiments ou d'émotions assez profondes ou de ressentis assez profonds et surtout très intimes. Je pense que c'est beaucoup plus intime que ce qu'on peut imaginer, je crois. Et ce qui fait que justement pendant des expositions, si on me demande de prendre la parole et de raconter ce qu'il y a sur le tableau, mais je suis très embêtée parce que j'ai pas du tout envie d'expliquer ce qu'il y a sur le tableau parce que c'est ton intimité. C'est ça. C'est très intime, c'est très personnel, c'est toujours lié à des histoires. Alors à des histoires ou à des moments, des ressentis et je peux pas. C'est ce que j'utilise pour peindre et je peux pas. J'ai pas envie de mettre des mots dessus parce que oui, c'est trop intime. Et puis je préfère que une personne qui regarde un tableau, bah, je préfère qu'elle s'approprie le tableau, qu'elle s'approprie l'histoire, qu'elle ait sa propre lecture. Sinon, moi je me dis toujours que si j'avais envie de parler, j'aurais pas choisi la peinture en fait. Qu'est-ce que t'aurais choisi? L'écriture, la chanson, le théâtre. J'aurais fait autre chose, mais j'aurais jamais. Enfin, voilà. Là, j'utilise pas ma voix, mais c'est pas pour rien. Mais alors pourquoi l'illustration? C'était une manière de te cacher aussi? Je pense effectivement que l'illustration, ça permet de se cacher. L'illustration, la peinture, ça permet de se cacher derrière les tableaux, de raconter des choses quand même, mais sans trop en dire. Je pense que c'est un bon équilibre quand on est quelqu'un qui ressent des choses un peu fortes ou en permanence. Bon, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Mais quand on a besoin de l'exprimer, mais qu'on veut pas tout dire, qu'on veut pas tout montrer parce qu'on est un peu réservé, un peu timide, bah, c'est vrai que la peinture, ça peut être un bon entre-deux, ouais. Lauriane, comment tu vas aujourd'hui? Comment je vais? Oh, mais ça c'est pareil, je peux même pas te répondre. Tu vois, c'est aussi tellement intime cette question. Ouais. Comment vas-tu? J'ai toujours un problème avec cette question-là. Comment ça va? Eh ben, je sais jamais quoi répondre déjà parce que à part dire oui poliment, ça va. Ou avec des amis, c'est l'un ou l'autre. Soit je dis oui, un oui poli, soit je dis un non, ça va pas parce que je suis avec des amis et là je déborde en fait et je lâche tout. Soit c'est toujours quitte ou double. Donc là je vais avoir du mal à te répondre, mais tu vois, j'ai même mon cerveau qui se bloque en fait à ce moment-là. Je peux pas du tout te dire comment je vais. Et tu te poses cette question à toi-même parfois? De temps en temps, où on m'a posé la question. On m'a posé la question il y a pas longtemps. Ce matin. Au téléphone. J'ai une amie qui m'a appelée, qui m'a demandé comment vas-tu? Et j'ai dû prendre quelques secondes pour réfléchir et me dire attends, comment je vais? Je sais pas toujours. Je suis toujours assez, je peux être assez déconnectée de ce que je ressens comme je peux l'être un peu trop. J'ai pas encore trouvé l'entre-deux. C'est une protection de te déconnecter de ces sentiments? Ouais, je pense, ouais. Oui. Et donc de pas te poser la question, c'est aussi une manière peut-être de fuir la question. C'est une fuite. Parce que la réponse te ferait peur. C'est une fuite totale. Ouais. Je suis quelqu'un qui fuit aussi globalement dans la vie. Je suis assez trouillarde, assez un peu fuyarde, je crois. Et donc oui, tu vois là. Et là, je suis vraiment embêtée parce que j'ai vraiment le cerveau qui bloque sur cette question. Ouais. Mais tu n'es pas obligée d'y répondre. Ouais. Je veux te dire que ça va. Bah allez, ça va, tout va bien. Quelle petite fille tu étais? Est-ce que déjà tu étais assez introvertie, trouillarde, tu avais peur du monde qui t'entourait? Ouais. Bah là, je crois que tu m'as très bien décrite. Quand j'étais petite, j'étais très réservée. En tout cas, autant que je me souvienne, j'étais très timide, très réservée et je parlais pas. Je parlais pas du tout et ou très peu en tout cas. Et j'avais une amie. Alors, c'est un peu triste dit comme ça. Mais sinon j'étais seule. Mais j'avais une amie avec qui j'étais tout le temps. Et il y avait d'autres amis qui étaient un peu satellites comme ça, mais je me souviens que je comprenais pas tout ce qui se passait. C'était très compliqué. Et j'avais l'impression d'évoluer un peu comme dans une bulle où j'observais. T'étais observatrice. Ouais, j'étais assez observatrice. Bon, alors j'étais pas que ça. Il y avait aussi des moments de grande joie ou des gros fous rires. Hein. J'ai de très très bons souvenirs. J'étais pas qu'une boule d'angoisse, mais c'est quand même ce dont je me souviens.
et l'anxiété, ouais, qui arrivait très vite. L'anxiété, un truc global, un fond, une espèce de fond anxieux qui était là. Et puis aussi cette espèce de conscience écologique qui arrivait très tôt chez moi. À quel âge? Moi, dans mes premiers souvenirs, j'avais peut-être 6 ou 7 ans Ah oui. par là. Ouais, vraiment tôt. Donc, je sais pas exactement d'où ça vient. J'ai certainement entendu parler de choses ou d'autres. Ma mère me dit que la première fois qu'elle a constaté cette éco-anxiété, le terme n'existait pas, mais ça ressemblait à ça, c'est quand j'avais découvert que les tigres du Bengale allaient disparaître. Et j'étais en larmes, visiblement, et ma mère ne comprenait pas pourquoi, puis elle a fini par comprendre. Mais ça remonte, hein, je devais avoir justement 7 ans. On parlait pas encore tellement de changement climatique, c'était tout récent. On parlait de pollution ou de disparition de la biodiversité, de la perte de la biodiversité, des choses comme ça. On commençait à parler de ça. Et donc ça, je m'en souviens. Et je me souviens que ça m'avait beaucoup affecté très tôt. Et quand tu étais en position d'observation de tout ce qui t'entourait, d'analyse aussi, que ce soit des sujets écologiques ou autres, quelles grandes questions tu te souviens que tu te posais? Peut-être des questions récurrentes sur la vie? Quand j'étais petite? Ouais. Quand j'étais petite, attends, faut que je réfléchisse. Quelles questions je pouvais me poser? Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression d'être chez une psy. Tu sais que c'était pas la première à me dire ça. À la fin d'interview, d'invités qui me disent, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait ma séance de... Mais oui. Mais c'est ça qui me passionne, en fait. Et je trouve qu'on explique tellement de choses de ce que tu fais aujourd'hui en allant justement essayer de comprendre ton enfance aussi. Et ta sensibilité, c'est aussi ce qu'on retrouve dans tes illustrations. Et c'est tellement intéressant, je trouve, d'essayer de comprendre d'où elle vient, cette sensibilité. Oui. Et donc, quelles questions t'habitaient quand t'étais petite, ou quelles contradictions aussi tu pouvais observer de la société en regardant cette société, tu vois? Oui. Il y a une chose, alors c'était ni une question, ni une observation, mais c'était plutôt une conséquence de ce que j'observais. J'avais envie, mais bon, c'était très ambitieux, de sauver le monde. Ouais. Donc c'était très, très, très ambitieux, très... Mais parce que ce monde ne t'allait pas. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui te dérangeait? Ça ne me convenait pas. Ce qui me dérangeait, c'est que je trouvais ça très violent. Je trouvais le monde très violent. Je comprenais pas pourquoi on laissait les animaux, enfin, je parle avec des mots d'enfant, mais voilà, c'était les miens à l'époque. Je comprenais pas pourquoi on laissait les animaux disparaître, pourquoi on faisait autant de mal à la planète globalement, pourquoi on polluait l'eau, pourquoi on polluait l'air. Je comprenais pas cette violence-là, que je ressentais profondément comme de la violence. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. J'étais aussi très affectée par je sais plus exactement quel conflit c'était, mais il y avait des conflits... Et donc ça a beaucoup participé à mon anxiété, mais ce qui fait que, en revanche, très tôt, j'ai essayé d'être dans l'action. C'est-à-dire que je me suis pas laissée tout à fait abattre par l'anxiété ou par l'angoisse. Tu l'as transformée. Ouais. Alors avec mes moyens et avec ce que je pouvais faire. Donc, c'était quoi ces moyens à l'époque? Déjà l'illustration ou pas? Le dessin t'accompagnait? Ça passait déjà par l'illustration, parce que je faisais des affiches de sensibilisation. Je faisais ça j'ai déjà un petit peu raconté, mais j'ai fait en tout cas une fois une pétition contre la chasse à la baleine que j'avais déposée dans la mairie du village. J'organisais des manifs. Bon, on était 3 parce qu'encore une fois j'avais une amie et quelques copines, donc on était 3 à faire des manifs contre la pollution. Donc voilà, on faisait des affiches, on faisait des dessins. Puis il y avait aussi la crise du sida. Alors, c'est complètement différent, mais je me souviens que même à ce moment-là, je participais à une campagne avec le SIDAction où je vendais des tatouages, des petits tatouages, des calcomanies dans l'école pour récolter 3 sous. Et ça te faisait du bien? Ça t'apaisait d'être dans cette action? Oui, j'avais l'impression que ça allait faire changer les choses. J'avais cette sensation-là. J'avais l'impression que ça allait fonctionner. Je pense que j'avais beaucoup d'espoir et j'y croyais surtout. Mais ça contribue au changement. C'est pas qu'une impression. C'est la petite part du colibri qui permet de faire bouger. Quand je vois ce qu'on fait, je reste sur la planète parce que ça reste encore mon engagement, mon combat aujourd'hui. Mais quand je vois où on en est,
j'ai pas l'impression que mes pétitions aient servi à grand-chose. Et tes dessins, ils servent? Oh, je sais pas. Ça, c'est toujours une question. C'est toujours latent. Moi, je sais que c'est pas suffisant. Je sais que c'est pas suffisant. Donc, ça me frustre. Et j'aurais envie de passer plus de temps, justement, à agir plus concrètement. Donc, à me rapprocher. J'aimerais me rapprocher davantage d'associations, offrir davantage de mon temps, aussi de ce que je sais faire éventuellement. J'aimerais aussi rejoindre des combats plus politiques parce que c'est là que ça se joue maintenant. Mais en fait, je manque, pour le moment en tout cas, je manque de temps. Alors c'est peut-être une façon aussi de me dérober, mais j'y réfléchis justement et j'avance là-dessus en me disant qu'il faut que je m'engage davantage. Alors après les dessins, je pense que c'est pas la peinture, c'est pas ou l'art en tout cas. Je vais pas dire que ça sert à rien, sinon j'en ferai pas. Mais je pense que ça peut quand même venir stimuler les imaginaires, stimuler la sensibilité. Je pense que si ça sert à quelque chose, ça sert à ça. Après, il y a des artistes qui sont aussi très engagés, qui envoient des messages très forts, qui savent le faire. Donc, je pense que ça participe davantage à faire bouger les lignes. Mais c'est sûr que c'est pas suffisant. C'est juste une toute petite partie du combat. C'est une petite pierre à l'édifice. Mais de manière cloisonnée, on pourrait se dire que rien n'est suffisant. Mais malgré tout, avec nos personnalités qui sont toutes uniques, on apporte une pierre à l'édifice. Oui. Et toi, ta façon de t'engager, c'est via l'illustration parce que c'est ce qui t'anime, c'est ce qui t'habite, c'est ce dans quoi tu es doué. Et c'est en ça que tu impactes. Par contre, à quel moment tu t'es dit que cette illustration, t'allais vraiment la mettre au cœur de ta vie et d'en faire un métier? Alors déjà, ça a pris du temps. En fait, je dessine depuis que je sais tenir un crayon, donc depuis que j'ai 4 ou 5 ans, de façon frénétique. Je pense que tous les dessinateurs te répondraient ça. Je crois en tout cas, tous les dessinateurs, la grande majorité, ont tous commencé à dessiner très très tôt. Et ils ont dessiné toute leur vie jusqu'à ce que peut-être ça devienne leur métier ou pas. Et donc moi, c'était mon cas. J'ai toujours dessiné de façon complètement frénétique partout, tout le temps. Et après, la forme... Le dessin a pris des formes différentes au fil de ma petite vie, mais je pensais pas que ça pouvait être un métier. Je viens d'un milieu où c'est pas tout à fait, c'est pas la porte qu'on t'ouvre. En tout cas, l'art, c'est vraiment pas une porte existante. C'est un loisir, c'est très bien, mais c'est tout. T'en fais pas ta vie. Non, t'en fais pas ta vie. C'est pas un vrai métier. Ouais, c'est ça. C'est pas un vrai métier. Et ce que je peux comprendre, parce que c'est pas forcément. Tout le monde n'y arrive pas, et puis c'est pas très rassurant. Enfin, ça reste assez précaire dans le sens où il peut se passer n'importe quoi. Enfin, tu peux avoir de travail du jour au lendemain, donc des choses comme ça. Donc c'est vrai aussi. Mais donc moi j'étais partie, j'ai fait des études dans des domaines complètement différents, en sciences de l'environnement, là, pour rejoindre pour répondre à ce besoin plutôt. J'ai commencé à avoir des commandes quand j'étais étudiante, mais un peu par hasard. Et puis, avec le bouche à oreille, de petit à petit, j'ai eu de plus en plus de commandes jusqu'au jour où j'ai pu me dire, là, peut-être que je peux essayer d'en faire mon métier. Et donc, c'est mon seul métier depuis 6 ou 7 ans, quelque chose comme ça. Ça a pris du temps avant de vraiment te permettre d'être assise confortablement sans te dire que demain, tout allait pouvoir s'effondrer et que ça allait pas en faire un métier. J'ai remis ce choix en question parfois. C'est une inquiétude qui est toujours là. Hein. C'est une inquiétude qui est toujours là. Moi, j'ai toujours un plan B en tête. Je pense que je suis pas quelqu'un qui se sentira un jour suffisamment confiante pour se dire là, c'est bon, c'est lancé, et puis j'ai même plus à travailler. Ça tourne. Non, je pense que je ressentirai jamais ça. Même si aujourd'hui, oui, ce que je constate, c'est que j'ai des commandes, j'ai des projets qui me plaisent beaucoup. J'en ai même plus parfois que ce que je suis capable de faire, et j'en suis ravie. Mais malgré ça, j'ai toujours peur de plus avoir de travail demain. C'est sûr que c'est une inquiétude qui est là. Oui, j'ai pas l'assurance, j'ai pas l'assurance nécessaire pour me dire que c'est bon. Et comment tu vis avec cette inquiétude et cette incertitude? Est-ce qu'elle te ronge? Est-ce qu'elle te stimule au contraire pour justement ouvrir encore plus ta créativité, ta confiance en la vie, en toi? Ça me force à travailler beaucoup. Ça me force à passer beaucoup d'heures sur la table, ça c'est sûr. Mais ça m'empêche aussi de dormir parfois.
Parfois. De moins en moins, quand même, c'est vrai. De moins en moins. Pendant quelques temps, les premières années, en tout cas, j'ai eu des moments d'inquiétude par rapport à ça, oui. Oui, oui. Mais peut-être que ça viendra. Hein. Comme je te dis, en y réfléchissant avec toi, là, c'est vrai que je suis quand même de moins en moins inquiète, même si j'ai toujours des moments où je me pose la question. Peut-être parce que tu comprends aussi avec les années qu'en fait, ça va. Et que les contrats arrivent et que les choses se font malgré tout. Ouais, j'essaye de tirer des leçons parce qu'il y a eu des moments où j'ai eu des grosses angoisses à me dire oh là là, je vais bientôt plus avoir de travail, des choses comme ça. Et en fait, j'ai de nouveau eu des commandes, j'ai de nouveau eu des projets à chaque fois. Donc maintenant, quand ça m'arrive, je me dis mais regarde, il y a quelques années, l'année dernière, t'étais stressée aussi. Et en fait, ça s'est bien passé. J'essaye de changer un peu ma façon de penser, mes biais cognitifs. Oui, oui. Mais c'est pas évident, ça prend du temps. Ça prend une vie peut-être. Ouais. Et ça m'amène justement à une question que je pose initialement au début de chaque interview. Mais là, on a été prise dans l'élan, donc je la place maintenant. Qu'est-ce que la vie t'a appris jusqu'à aujourd'hui ? Qu'est-ce que la vie m'a appris ? Alors déjà, la vie m'a bien appris que ça sert à rien de faire des plans. Ça sert à rien. Parce qu'on peut avoir une ligne de mire, je dirais, un horizon, mais de là avoir des plans, non, ça sert à rien. Ça sert à rien parce que la vie arrive toujours, en fait. Et elle renverse tout. Wow, c'est beau. Ouais. Elle renverse tout pour le pire comme le meilleur. Et donc je pense que ça sert à rien de faire des plans. Ça sert à rien. Et l'autre chose que la vie m'a appris, c'est ça. Ça, c'est rigolo. Elle est quand même rigolote, cette question. C'est marrant que tu la poses aujourd'hui. Parce qu'hier, je suis allée voir un film d'animation qui s'appelle La plus précieuse des marchandises. T'en as peut-être entendu parler. Oui. D'Azanavicius. Je l'ai pas vu, mais j'en ai entendu parler. Punaise. Eh bien, c'était une sacrée claque. Moi, ça m'a complètement renversée. Je suis sortie du cinéma. J'étais complètement, j'étais dans ma voiture. Je suis restée une demi-heure assise. Bref, c'est un film franchement renversant. Une histoire franchement renversante. Et je pense pas que ça spoile l'histoire de dire ça. Mais à la toute fin, il y a une phrase qui est, et j'espère que je la retranscris bien, mais en tout cas, l'idée, c'était ça. C'était ce qui compte, c'est l'amour. Le reste n'est que silence. En fait, j'aurais pas grand-chose à ajouter à ça, mais je crois que en tout cas, ces dernières années, c'est ce que j'ai appris. C'est ce que j'ai appris. Parce que j'ai eu beaucoup de mal pendant longtemps à aimer, déjà, aimer au sens large, hein, et à être aimé aussi. Et j'ai appris, je commence à apprendre ça ces dernières années. Oh, comment on apprend à être aimé ? À être aimé. Ouais. C'est peut-être plus difficile de se laisser être aimé que d'aimer. Je sais pas si c'est plus difficile. Mais en tout cas, il faut bien s'entourer. Il faut être bien entouré. Et se faire confiance aussi. Il faut, je pense que dans un premier temps, il faut aussi se réparer. Il faut être quand même réparé déjà soi-même. Donc il faut être fort. Et il faut être fort pour aimer. Il faut être fort pour aimer, et pour être aimé, il faut être fort. Il faut avoir confiance en soi. Il faut avoir de confiance en soi, confiance aux autres. Ça prend du temps. Et j'ai l'impression que d'avoir mis beaucoup de temps à comprendre ça, parce que ça peut paraître, oui, c'est peut-être assez basique comme constat, mais moi, ça m'a pris beaucoup de temps à le comprendre, et aussi à comprendre que j'avais du mal avec ça. Mais je suis quand même contente d'avoir eu cette prise de conscience maintenant, parce que je suis plus tout à fait jeune, mais je suis pas vieille non plus. Et donc, il est encore temps pour moi de donner de l'amour à mes proches, ou d'aimer, en fait, d'aimer, et de peut-être me sentir aimée un jour. Ça sera dans un second temps. Mais donc, cette prise de conscience, c'est que l'amour, c'est la chose la plus précieuse, je crois, dans ta vie ? Oui, ce sentiment. Je sais pas le décrire. Mais oui, je crois que cette phrase est vraiment très juste.
c'est tout ce qui compte. En fait, la réponse à tout, c'est la réponse à tout. Même à l'écologie. Oui, non, exactement. C'est la réponse à tout, l'amour. C'est beau de te voir avec les larmes aux yeux en parlant de ça. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui paraît tellement simple, tellement banal, tellement normal, en fait. C'est comme si les enfants pourraient nous dire ça, mais il suffit juste de s'aimer. Oui. Et en fait, toute la difficulté est là, quoi. Parce que, comme tu le dis, souvent, on a des choses à réparer avant tout, en nous-mêmes, des traumatismes qui font qu'on aime mal. Oui, puis on a tous notre lot, hein. C'est pas. Et puis moi, je fais partie des chanceuses ou des chanceux, mais on a tous notre lot encore une fois, la vie arrive partout et il y a une forme de hasard aussi là-dedans et je sais plus où j'allais avec ça. Je sais pas. Il y a une forme de hasard là-dedans, mais oui, il faut. En tout cas, il faut d'abord réparer ces petites blessures, ces grandes blessures et. Est-ce que tu as moins peur du monde, de l'incertitude, des autres depuis que tu as appris à aimer et à être aimé? Parce qu'on dit souvent que l'amour c'est plus fort que la peur, que l'amour remplace la peur. Bah effectivement. Je suis toujours quelqu'un d'anxieux, de craintif, toujours, mais je me sens beaucoup plus forte et beaucoup plus solide qu'il y a ne serait-ce que quelques années. Ah oui, je sais que je me suis, grâce à ça, je me suis beaucoup renforcée au contact de mes amis surtout, au contact de différentes personnes, au contact aussi. C'est bête, hein, mais je pense à des personnes que j'ai parfois en atelier de peinture. On n'est pas là pour ça, mais c'est vrai que c'est des moments aussi de partage et où on se renvoie des choses qui font du bien. Et donc il y a ça, et puis je travaille aussi toujours pas mal avec des enfants en atelier, et ouais, donc c'est des moments comme ça où où je sens qu'en fait je suis capable de donner de l'amour, mais ça j'y croyais pas il y a encore quelques années. C'était pas comme ça que je me représentais. Enfin de l'amour ou de l'attention. C'est surtout ça, c'est de l'attention et du temps Et cet amour, donc tu arrives toi à le diffuser avec l'illustration, qui est ta forme d'art et ta forme d'expression. En quoi ça peut permettre justement d'apporter plus largement une autre perspective sur la vie? L'art. Ouais. Parce que tu racontes aujourd'hui des histoires en fait avec cet art, des histoires poétiques pour sensibiliser à la fragilité du monde, oui, mais aussi à d'autres sujets, l'écologie, l'amour, oui, et au final tous les sujets qui font nos vies. Je crois que quand ça marche au niveau personnel et ça marche au niveau collectif, mais quand le monde devient assourdissant, comme il l'est en ce moment, je trouve, eh bien l'art, la poésie, la recherche de la beauté, c'est ce qui nous reste, c'est tout ce c'est tout ce qu'on a, c'est un refuge, mais c'est aussi c'est aussi une façon de résister que de chercher la beauté, que de chercher, ouais, on parle d'amour depuis tout à l'heure, mais que de chercher ça aussi, c'est aussi une façon de résister, chercher la joie, ça aussi c'est une façon de résister, et l'art permet tout ça. Et ça permet aussi d'inventer d'autres mondes, ça permet de stimuler les imaginaires, ça permet mais c'est pas forcément une fuite, hein. Ni un refuge, ça peut l'être, on en a tous besoin. C'est pas un refuge pour toi? Alors, si, c'est un refuge pour moi, mais j'essaye quand même de garder deux temps, le temps du refuge et le temps de l'action. J'essaye quand même de trouver la balance entre ces deux états, mais je peux pas rester constamment dans l'un de ces deux états. Oui. Ouais. Il y a autre chose que ça convoque pour toi, c'est le rêve. Oui. En quoi c'est si important aujourd'hui de renouer avec le rêve? Ça rejoint ce qu'on vient de dire, je crois, parce que rêver dans le sens imaginer. Ça rejoint ce qu'on vient de dire, parce que pour moi, il est urgent de se remettre à rêver, de se remettre à imaginer, justement, pour penser d'autres mondes, d'autres possibles, et essayer, et y aller. Et c'est là que c'est là que les artistes ont toute leur place, parce qu'ils ont cette... je parle pas forcément de moi, je pense à d'autres artistes, mais ils ont cette capacité-là d'imaginer d'autres mondes et de pouvoir embarquer des personnes avec eux.
Mais j'aimerais davantage. Je fais peut-être une divagation, mais c'est vrai que dans ma façon de travailler, j'aimerais davantage sortir de mon refuge et essayer d'être un peu plus dans l'action. Oui. Et il y a aussi une invitation à aller dehors que tu as envie de transmettre à travers tes partages, tes illustrations et tes ateliers. Oui. En quoi est-ce que le dehors, il nous nourrit ? Parce que ouais, là pour le moment, c'est un peu comme l'art. Pour moi, le dehors, ça reste aussi un refuge. Ça reste un refuge pour moi parce que c'est là que je me rends pour mon équilibre personnel. Mais voilà, après, tout en ayant conscience que le grand dehors n'est pas le lieu du développement personnel. Hein, c'est pas du tout comme ça que je le perçois. Mais il y a un lieu pour le développement personnel ? Est-ce qu'il y a un lieu pour le développement personnel ? C'est peut-être quelque chose de constant, finalement, le développement personnel. C'est toujours un petit peu là. En soi. Ouais. Mais quand je pense au dehors, moi, ça me donne envie plutôt de me décentrer et d'orienter mon regard vers d'autres formes de vie. Ouais, vers tout ce qui vit. Tu vois, quand je vais en montagne ou en forêt, j'essaye de porter mon attention ailleurs que sur moi. Je pense que ça fait du bien à tout le monde de faire ça. Et puis je me faisais la réflexion il y a pas longtemps aussi. Je me demandais mais pourquoi aller en montagne, pourquoi aller en forêt, pourquoi aller dans les milieux sauvages comme ça. Pourquoi c'est aussi magnétique? Mais je crois que c'est juste que c'est beau. C'est en fait comme tout à l'heure avec cette histoire d'amour. La réflexion peut s'arrêter là. C'est beau. Là aussi, la réflexion peut s'arrêter là. Aussi, quand on va en montagne ou en forêt, ce sont des endroits où on peut pas ressentir de colère. Et ça fait du bien. Donc la beauté permet aussi de renouer avec l'espoir. Je me suis pas fait j'ai pas encore fait le lien entre la beauté et l'espoir. Ça donne envie de se battre en tout cas. Pour conserver cette beauté, pour conserver ce miracle aussi qui est la vie, quoi. C'est un ensemble. Moi, ça me donne plutôt envie de me battre, ouais. Et cette quête d'extraordinaire, justement, elle se manifeste par plein d'aventures dans ta vie qui sont assez incroyables et uniques. Il y a plus d'1 an, tu as vécu un bout d'hivernage aux confins de l'Islande à bord du voilier Atka, si je prononce bien. C'est ça. Qu'est-ce que cette aventure a révélé en toi ? Qu'est-ce que cette aventure a révélé en moi ? Alors oui, je suis partie en hiver 2023, donc faire un hivernage, une partie d'hivernage en tout cas en Islande. Et alors il y a une chose que je retiens, et en fait, c'est la première chose à laquelle je pense, donc je vais partir là-dessus. Contrairement à ce que la démographie du coin pouvait laisser penser, pouvait laisser imaginer, je suis revenue avec 2 amis. Ce sont les 2 personnes à laquelles je pense, alors que c'était un endroit particulièrement désertique. Donc je pense à eux en premier lieu. Après, ce que ça m'a apporté, en tout cas dans mon travail, c'est de chercher un lien un peu plus étroit avec le merveilleux, avec justement d'autres mondes, des mondes imaginaires. Je crois que ce voyage est venu confirmer mon attraction pour le merveilleux, pour la rêverie, pour peut-être qu'on pourrait appeler ce qu'on appelle dans l'art le surréalisme. Je crois que c'est venu confirmer mon attraction pour cette narration-là. Et ça permet aussi de nourrir le rêve, encore une fois. Complètement. Oui. Et alors, ça nourrit le rêve, et puis je me nourris, comme je te disais, de textes ou de peintres qui travaillent sur des mondes imaginaires pour nourrir ce que je fais. Ouais. Et quand tu rentres de telles aventures où justement t'as énormément bu de ce qu'il pouvait y avoir dehors, de ce que l'aventure pouvait t'offrir, est-ce que tu as besoin après de temps d'hibernation où tu ne vois plus personne et où tu digères ce que tu viens de vivre ? Alors déjà, quand je vis quelque chose de fort comme ça ou d'inhabituel, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de prendre du recul sur ce qui s'est passé, sur ce que j'ai vécu, sur ce qu'on a vécu, si on était plusieurs, pour pouvoir définir les contours de cette aventure, par exemple. Là, c'est le cas pour l'Islande. Enfin, ça a été le cas pour l'Islande. J'ai eu besoin de plusieurs mois pour
pour identifier ce que je retenais. C'est comme si tout ce que je vis passait d'abord par un filtre qui sélectionne voilà, des choses à retenir, des sensations, des sensations plus présentes que d'autres. Donc il y a des choses qui passent à la trappe, évidemment. C'est la passoire, quoi. Ouais, c'est la passoire. C'est vraiment une passoire. Mais il me faut un petit peu de temps pour ça. Et c'est seulement après que je peux me mettre à travailler dessus. Si je m'y mets tout de suite, c'est comme si j'avais le nez sur une montagne, je vois rien, c'est trop gros. Il faut que je prenne un petit peu de recul avec un petit peu de temps pour saisir les contours de ce que je peux raconter après. Et là, je le sens justement en ce moment parce que donc cet été, je suis partie au Groenland sur un voilier de recherche scientifique. Et en rentrant, j'étais un peu embêtée parce que je savais pas trop quoi faire avec ça. Et je commence seulement à entrevoir ce que je pourrais faire. Il y a des choses que je retiens, des choses qui passent à la trappe. Et ouais, c'est seulement après quelques mois que je commence à me dire, voilà le fil rouge, voilà ce que je peux raconter. Comment je peux angler cette histoire, parce que je vais évidemment pas tout raconter, c'est parfaitement inintéressant. Donc il faut trouver un angle. Mais c'est beau cette capacité que tu as et que tu t'autorises aussi à prendre le temps de digérer, parce que dans cette société, c'est pas forcément valorisé et tu pourrais peut-être ressentir une certaine pression à devoir vite produire et raconter ce que tu viens de vivre parce qu'on attend tes illustrations, parce qu'il y a cette injonction au faire et au résultat visible. Oui. Et là, tu t'autorises à peut-être laisser 2 mois, 3 mois, 4 mois, enfin c'est intemporel, pour laisser fleurir quelque chose. Mais je la ressens quand même très fort, cette pression-là. Je la ressens très fort. Bon, par rapport à ces projets qui sont des projets personnels, les projets de livres, je me laisse le temps parce qu'il y a personne derrière qui me demande quoi que ce soit. Donc je m'offre ce temps-là, mais je ressens quand même cette pression-là. Je sais qu'il faut, quand on a ce métier-là, des métiers de création, oui, aujourd'hui il faut quand même il faut être productif. Je pense que c'est une idée reçue. C'est une idée reçue parce qu'il y a quand même beaucoup d'exemples qui prouvent le contraire. Mais en fait, il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs qui s'autorisent ce temps-là ou qui peuvent se le permettre. Je sais pas exactement comment ils font. J'aimerais savoir, mais moi, je ressens quand même cette pression. Et en fait, finalement, je produis des choses assez rapidement, mais j'aimerais m'offrir encore davantage de temps. Cette pression, c'est pas un frein à la créativité ? Si, complètement. Complètement, parce que je vois bien que quand je regarde aujourd'hui les choses que j'ai créées ces dernières années, je me dis souvent, j'aurais dû y passer un peu plus de temps, j'aurais dû y consacrer plus de temps, j'aurais dû attendre un peu. Et à la fois, c'est un travail qui est aussi infini. On pourrait ne jamais s'arrêter. Il y a un moment, il faut savoir aussi dire, j'arrête ce livre ici et je passe à autre chose et ce sera plus travaillé, plus étoffé. C'est comme si c'était des exercices à chaque fois. Mais c'est vrai que sinon, on peut toujours attendre aussi le bon moment ou la perfection et ça nous empêche de clore des chapitres et d'avancer. Ouais, complètement. Ça. Ouais, je pense aussi qu'il faut trouver le bon équilibre, avec cette question du temps. Mais j'ai un bout d'histoire en tête que j'ai depuis 4 ans. Ah oui. 4 ou 5 ans. J'ai un bout d'histoire en tête, mais il me manque quelques pièces à mon puzzle et j'aimerais en faire quelque chose qui rassemble beaucoup d'idées que j'ai. Et j'ai l'impression que ce serait un livre dans lequel je mettrais tout. Mais je sais pas encore, il manque encore quelques pièces au puzzle. Mais ça, par exemple, je sais que ce sera un travail très long. Oui. Ça a déjà pris 4 ans, parce que j'y pense tous les jours. Voilà, ça a déjà pris 4 ans et j'ai pas sorti une seule planche encore de ce truc-là. Donc il y a différentes temporalités aussi. Il y a des travaux que je réalise en un jour et d'autres que peut-être que ça prendra 20 ans, mais ça prendra le temps qu'il faut. Écoute, Lauriane, on arrive aux questions de la fin. Il y en a quelques-unes. Justement, dans cette idée de création, j'aimerais savoir à quoi ressemblent tes journées. J'imagine qu'elles sont toutes très singulières et que tu n'as pas forcément de journée type, mais est-ce qu'il y a des petites routines qui t'accompagnent ? Alors, figure-toi qu'au contraire, j'ai une journée type. Okay. Une journée type, j'ai une journée. C'est même très routinier. Ça peut même paraître un peu ennuyeux. J'arrive à l'atelier à 8h.
je repars 8h pétant. à peu près entre 8h et 8h30, quoi. Je repars à 12h30, je reviens à 14h. Et là, pour le coup, il n'y a plus de limite de temps. J'ai tendance à travailler assez tard le soir. Mais je divise ma journée en deux. En fait, le matin, je travaille sur des projets de commande. Et l'après-midi, je travaille sur des projets plus personnels. Donc voilà, des livres, des bandes dessinées, des expositions, de la peinture, une peinture que j'ai envie de faire, un dessin que j'ai envie de faire. Parfois, je vais dessiner aussi dehors quand le temps le permet. Mais voilà, mon temps est divisé comme ça en deux. Je pense que mes parents travaillaient dans des bureaux. Donc ils avaient un rythme de travail très très répétitif. Ouais. C'était des horaires de bureau. Et je pense que j'ai gardé ce rythme-là. J'ai besoin d'avoir ce sentiment, je pense, de devoir accompli. Il y a quelque chose comme ça. Ça me quitte pas. Donc j'ai tendance à rester au bureau, même si au bureau, à rester à l'atelier. Ah, tu vois, Même ouais. Est-ce que c'est un rythme que tu sens qui te correspond? Bah, je pense que ça fais parce que la société te dit qu'il faut suivre ce rythme. Je pense que ça me correspond. Et à la fois, je crois que mon vrai rythme, ce serait de commencer plus tard et de terminer plus tard. Mais T'as essayé déjà? Non, je me l'autorise pas encore parce que je crois que j'aurais l'impression d'être un peu fainéante ou quelque chose comme ça. Et j'ai un côté voilà, moi je fais de l'illustration, donc c'est sûr que c'est pas un travail éreintant. Je suis d'accord avec ça. Mais j'y passe beaucoup d'heures et j'ai ce côté un peu laborieux en fait. J'aime le travail bien fait et le sentiment de devoir de travail accompli. Ouais. Ça me quittera pas, je pense. Peut-être que je prendrai des libertés plus tard, que je commencerai une demi-heure plus tard qu'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des activités justement qui te permettent complètement d'échapper de l'illustration et de ta créativité et qui te font oublier ce que tu fais? Qui me le permettent complètement? Ouais. Eh ben, je crois qu'il y en a pas. Parce que ces travaux de création, ces travaux artistiques, ben, je crois que ça prend tout ton être. Ouais. En fait, c'est présent le jour, c'est présent la nuit, c'est présent quand je marche, c'est présent quand je fais des courses, c'est présent à tout moment. C'est toujours là. Donc, il n'y a pas tellement de moments. Il n'y a pas de moment où j'y pense pas. Même quand je partage des moments, ça peut être un peu triste, hein, mais je crois pas. J'aime assez ça. Mais même quand je suis avec des amis et que voilà, je suis en montagne avec des amis, je vais forcément imaginer penser à de la peinture, penser à des dessins. Je vais forcément mettre des choses dans des idées dans mon sac. Mais bon, ça, je pense pas que ce soit un problème. Il y a peut-être juste l'escalade qui me permet de penser à pas grand chose à part où est-ce que je mets mes mains, où est-ce que je mets mes pieds. Et c'est vrai que ça fait du bien. L'escalade j'ai fait quelques petites recherches sur toi. J'ai cru comprendre que tu arrêtais un petit peu de pratiquer l'escalade l'hiver et que du coup tu avais toujours l'impression de redevenir une débutante au printemps. C'est pas qu'une impression. Je repars, et même plusieurs fois par an, je peux redevenir tout à fait débutante. Mais il va falloir que j'arrête de parler d'escalade parce qu'on va penser que je suis une pro, alors que vraiment, c'est juste que j'aime ça. Mais je suis pas du tout, je suis pas forte du tout. Et pourquoi tu en fais moins l'hiver? Parce que ce que j'aime, c'est être dehors. Ce que j'aime avec l'escalade, c'est le contact avec le rocher, c'est d'entendre le vent dans les arbres, c'est de voir un écureuil passer, c'est d'entendre les pics, c'est tout ça. Et aller en salle, il y a pas tout ça. Donc c'est beaucoup moins intéressant. Pour moi, c'est beaucoup moins intéressant. Mais par contre, cette année, je me suis décidée à essayer d'aller en salle cet hiver. Voilà. En fait, j'ai envie de progresser. Lauriane, est-ce qu'aujourd'hui tu te sens à ta place? Est-ce que je me sens à ma place? Je me sens à ma place dans ce que je fais, même si j'ai toujours un sentiment j'ai toujours le sentiment de pas être tout à fait légitime parce que je viens pas du milieu de l'art ou du milieu de l'édition, de l'illustration. C'est pas du tout mon milieu, donc j'ai cette difficulté-là. Et à la fois, c'est mon métier depuis pas si longtemps que ça. Donc je me sens de mieux en mieux dans ce que je fais. Je me sens à ma place là où je vis aussi. Je me sens à ma place
en montagne, dans la montagne. Je me sens à ma place avec mes amis. J'ai des amitiés très sûres. Et ça participe beaucoup à ce sentiment-là. Qu'est-ce que le mot émerveillement t'inspire? L'émerveillement, déjà, en premier lieu, ça m'inspire une sensation. Une sensation de cœur qui s'ouvre ou de cœur qui se dilate, hein, un cœur qui se déride. C'est une sensation physique, vraiment. Mais c'est quelque chose qui se travaille, je crois, l'émerveillement. On sait que c'est quelque chose qu'on a peut-être tendance à perdre un peu aujourd'hui, encore que je sais pas trop, parce qu'on en parle quand même beaucoup. Mais c'est quelque chose qui se travaille, je pense, hein, parce que c'est pas forcément inné, et c'est quelque chose qu'on a quand on est enfant. On a cette capacité à s'émerveiller de beaucoup de choses, mais c'est quelque chose qu'il faut aller rechercher. Et pour ça, oui, il faut replonger, il faut réouvrir ses yeux d'enfant, réouvrir son cœur d'enfant pour pouvoir s'émerveiller. Et ça passe aussi par de la connaissance, je pense. Connaître un milieu, connaître une forêt, connaître une montagne. C'est aussi apprendre à apprendre à la connaître, et donc apprendre à l'aimer et prendre conscience. Je pense que l'émerveillement, ça passe aussi par prise de conscience que ce qu'on a face à soi, le moindre brin d'herbe, c'est un miracle. C'est magique. Tout est un miracle, en Oui. fait, si on regarde bien. Et ça, parce que la possibilité qui est ces formes de vie-là sur Terre, qui est la Terre déjà, et cette forme de vie-là, cette forme de vie-là, oui, j'arrive plus à parler. Cette forme de vie-là et cette diversité, c'était pas censé arriver. Ouais. Et c'est arrivé. Et l'émerveillement, je pense que c'est prendre conscience de ça aussi. C'est presque un modelage après du cerveau. Oui. D'arriver à déceler le beau dans tout ce qui nous entoure. Oui, c'est ça. Comme c'est une ça. habitude à ancrer, en fait. Oui. C'est une recherche active, hein. C'est pas quelque chose qui te tombe dessus parce que, il y a évidemment des spectacles qui émerveillent tout le monde facilement. Il y a des émerveillements faciles. Allez, je sais pas, un coucher de soleil à Biarritz, des aurores boréales, évidemment, Ouais. évidemment, c'est facile. Mais s'émerveiller devant Des choses plus anodines, quoi. ouais, devant une marguerite, devant des choses comme ça demande un peu je pense que ça demande un peu de pratique. Un effort aussi. Ça demande un effort et un peu de connaissance. Ouais. Mais c'est beau, c'est tout le chemin. La liberté, c'est quoi pour toi? T'as des bonnes questions. Il en reste plus qu'une après. Profites-en. La liberté. La liberté, déjà, je pense que ça n'existe pas vraiment. Parce qu'on est toujours dépendants les uns des autres. On est dépendants aussi du bien-être de la planète globalement. On est dépendants du bon état des écosystèmes. On est dépendants de tout ça. On est aussi dépendants de nos attachements. Et c'est très bien. De nos servitudes aussi. On a tous notre petit lot. Donc je pense pas que ce soit possible d'être libre. L'idée est belle, mais je crois pas que ce soit possible. En revanche, je pense qu'il est possible de se sentir libre. On peut se sentir libre, mais c'est à chacun de trouver ces endroits, des endroits de liberté. Alors, je vais parler de ce que je connais moi, mais moi, mes endroits de liberté, c'est sur une feuille avec un crayon. Donc ça, c'est un espace, c'est un petit espace de liberté, mais c'est un vrai espace de liberté. Et je me sens libre aussi quand je marche en montagne, surtout quand je marche plusieurs jours. Je me sens très libre quand je marche pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines. Il y a un moment où vraiment je ressens ça. Et ce qui est rigolo quand je te parle autant de cet espace de liberté sur la feuille et de cet espace de liberté en montagne ou ailleurs, en tout cas dans les reliefs, ce qu'on voit, c'est que c'est plein de contraintes. Une feuille, c'est contraint par un espace. Une toile, il y a une contrainte d'espace aussi. Il peut y avoir des contraintes de temps aussi dans l'art. Et c'est plein de contraintes. Et quand on marche, là, c'est que de la contrainte. On est contraint par les reliefs, on est contraint par la météo, on est contraint par le temps,
on est contraint par le poids du sac, donc c'est que de la contrainte. Et pour autant, c'est là qu'on se sent le plus libre. Je crois que la liberté va avec son lot de contraintes. Il n'y a pas de liberté sans un peu de contrainte. Alors que c'est pas... Enfin, on pourrait dire que c'est deux choses qui s'opposent, quoi. Ouais, mais pas du tout. Pas du tout, c'est interdépendant. Ouais, intéressant. Voilà. Lauriane, on en vient à la question signature du podcast. Quel message tu aimerais partager à celles et ceux qui nous écoutent aujourd'hui ? Aujourd'hui en particulier, j'aurais envie de revenir sur cette histoire d'amour et j'aurais juste envie de redire cette phrase qui n'est pas la mienne et qui est tout ce qui compte. Ce qui compte, c'est l'amour et le reste n'est que silence. Je crois que j'ai envie de finir là-dessus. C'est magnifique. Cette phrase est incroyable. Oui. Et je crois que tu vas inviter tout le monde à aller voir ce film au cinéma, du coup. Il faut y aller. Mais c'est un film très dur. Aussi déchirant que merveilleux, franchement. Merci Lauriane. Merci pour ta vulnérabilité, pour tes partages, pour ta confiance. J'ai passé un très beau moment. Merci à toi. J'ai passé un très bon moment aussi, vraiment. Merci. Si ce moment t'a plu et nourri, je t'invite à le partager, à laisser quelques étoiles sur iTunes et Spotify, ou à faire une story sur Instagram en identifiant Nouvel Oeil et mon invité de la semaine pour que l'on puisse te repartager. En attendant de se retrouver lundi prochain, tu peux suivre au quotidien mes aventures directement sur Instagram ou le site internet www.nouveloeil-podcast.com. Depuis ce site, tu pourras aussi t'abonner à ma newsletter. J'y partage des inspirations et des petites choses plus personnelles qui font mon quotidien. En attendant le prochain épisode, je te souhaite de savourer la vie comme il se doit et surtout de faire des choses folles.